Precision for Women est un podcast dédié à la médecine de précision et à la santé des femmes. Vous y retrouverez régulièrement des témoignages et des interviews des femmes et des hommes qui constituent l'actualité de ces deux disciplines. Je suis Norbert Nabé, votre hôte. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Priscilla Saraco, directrice générale de l'association Endomind de France. Bonjour Priscilla. Bonjour. Peut-être quelques mots de présentation un peu plus développés que ce que je viens de faire. Oui, bien sûr. Donc, moi, je m'appelle donc Priscilla. Je suis une patiente atteinte d'endométriose et dans le cadre de mon parcours et du fait que j'ai dû me mettre en invalidité assez tôt dans ma vie, je me suis réorientée pour m'investir pleinement dans l'associatif et notamment pour aider à la prise en charge des patientes et aider à la reconnaissance des droits des patientes. Donc, dans ce cadre-là, je me suis formée à la fac de médecine à Marseille et j'ai obtenu le statut donc, de patient expert. Et après plusieurs années en tant que responsable des projets santé au sein de l'association, je suis passée directrice générale donc, pour la coordination de l'association dans son ensemble. On parlera tout à l'heure d'Endomind un peu plus, mais peut-être qu'on peut dire deux mots sur ce qu'est exactement un patient ou une patiente expert ou experte. Tout à fait. Donc c'est un patient qui souffre d'une maladie généralement chronique et qui va suivre donc un cursus universitaire qui va lui permettre d'acquérir des compétences, notamment sur le recul, la prise de recul qu'on va avoir sur son parcours de soins, sur la position du patient donc dans le parcours de soins et dans le système de santé, et notamment pour faire le lien entre les soignants et les soignés. Parce que d'un côté comme de l'autre, il va y avoir un langage qui se connaît, qui se comprend un petit peu moins. Et donc, il faut pouvoir faire le lien, un peu le pont entre les deux. On va également être formé à l'éducation thérapeutique, qui est un des enjeux les plus importants, je pense, pour les patients experts, puisqu'on va vraiment s'impliquer dans une équipe de soins, dans une équipe pluridisciplinaire. Et enfin, on va aussi travailler à la fois sur la recherche, sur l'enseignement, dans tout ce qui va être médical, paramédical, et on peut aussi travailler au niveau des instances, que ce soit la Haute Autorité de Santé, les agences régionales de santé ou même le ministère. Il y a beaucoup de patientes expertes aujourd'hui en France, sur l'endométriose par exemple. Il y en a de plus en plus, ce qui est une bonne nouvelle. Il y en a presque dans toutes les régions ou ça reste Non, ça reste quand même localisé, ouais. Voilà, assez localisé. Forcément, il y en a plus à Paris, en Ile-de-France, parce que c'est une des régions où il y a cette formation, également à Marseille qu'ils proposent. Je pense qu'aujourd'hui, on est peut-être une vingtaine, ce qui est encore trop peu par rapport à la quantité de travail. Alors le travail du coup qui s'organise électivement dans les associations, hein. Il y a plusieurs associations, vous êtes une des plus grosses associations. C'est quoi un peu l'histoire d'Endomind aujourd'hui, ses principales actions, enfin son agenda globalement? Alors en fait, on est une association qui a été créée en 2014 par deux femmes atteintes d'endométriose qui avaient l'impression que les choses ne bougeaient pas assez vite. Le premier objectif, ça a été vraiment de faire bouger les lignes, de faire parler de la maladie. Donc à l'époque, avoir juste un article dans un journal quelque part, c'était une réussite énorme. Là où on voit qu'on a fait un progrès assez important, c'est qu'aujourd'hui, il y a un article par jour qui sort dans un média français sur l'endométriose. Donc c'est vraiment un bond assez extraordinaire. Aujourd'hui, quasiment 10 ans plus tard, on est une association de 80 bénévoles sur l'ensemble du territoire. On est agréé par le ministère de la Santé et on a 3 grands champs d'activité. Le premier, c'est la sensibilisation, notamment grand public avec des conférences qu'on va organiser, des tables rondes sur des thématiques plus spécifiques. Nous avons 2 grands événements qui sont l'Endomarche au mois de mars, qui est une marche mondiale et pour lesquels on est les organisateurs officiels de la France. Et l'Endorun, qui est une course pour lever des fonds pour la recherche, qui se passe au mois de novembre. Donc c'est 2 événements qui sont très importants parce que ça permet d'avoir un moment de sensibilisation, un moment où on peut se retrouver en fait, tout en étant dans un objectif un peu festif qui nous sort un petit peu la tête de la maladie, tout ce qui est contraignant.
Il y a un gros sujet quand même aujourd'hui de sortir de l'anonymat, entre guillemets, cette pathologie et les gens qui en souffrent. Et l'Andorone est notamment un bon moyen aussi pour les aidants, en fait, souvent les conjoints qui sont complètement démunis face à la douleur de leur femme, de pouvoir en fait s'impliquer dans quelque chose de concret pour aider ces patientes, donc pour aider leurs femmes en fait. Donc tout simplement en courant, en achetant un dossard, mais derrière, ça a un réel impact sur la recherche qui, on espère, pourra donner de vrais résultats. Donc c'est aussi un moyen pour l'ensemble de la population de s'impliquer dans cette pathologie. Okay. Donc ça, c'est le premier axe, l'information. C'est ça. Le deuxième axe, il va être autour de tout ce qui est plaidoyer institutionnel. Donc on va travailler avec les différentes instances, donc notamment en 2017 sur l'écriture des recommandations de bonnes pratiques avec la Haute Autorité de Santé. Puis en 2019, on a commencé à travailler autour des travaux de l'organisation du soin sur le territoire avec l'ancienne ministre Agnès Buzyn. Et en 2021, dans l'écriture de la stratégie nationale initiée par le ministre Olivier Véran, et depuis 2022, on fait partie du comité de pilotage de cette stratégie. On va travailler avec les agences régionales de santé un peu partout sur le territoire pour la mise en place de cette stratégie et avec les différents ministères qui sont impliqués. Et à côté, on va aussi avoir toute une partie vraiment de plaidoyer pur et dur. On fait partie de France Asso Santé, qui est grande association qui regroupe toutes les associations agréées et qui font du plaidoyer. Et l'idée, c'est vraiment d'aller défendre le droit des patientes. Donc, une de nos grandes campagnes, c'est le faire entrer l'endométriose dans les ALD 30. Mais on a aussi travaillé sur d'autres sujets, comme notamment la violence dans les soins, la canicule et l'endométriose très récemment. Donc on essaie de couvrir plusieurs sujets. On va interpeller des députés, des sénateurs pour déposer des projets de loi, pour essayer de faire évoluer en tout cas le droit des patientes. Et le dernier point, c'est nos projets santé. Donc on en a 3. Le premier, c'est autour de l'entreprise. Donc on va intervenir dans les entreprises pour faire de la sensibilisation. Nous, on a un peu changé d'objectif depuis la stratégie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'époque, on était vraiment dans « attention, il y a cette maladie qui existe ». Aujourd'hui, on est dans « cette maladie existe, mais il y a aussi des solutions ». Et c'est important de les mettre en avant parce que ce n'est pas une fin en soi. On peut aussi vivre avec l'endométriose, mais il faut avoir accès à ces solutions-là et les outils qui existent pour mieux vivre avec. Donc en entreprise, c'est très important de pouvoir en parler, déjà pour casser le tabou et aussi pour apporter tout ce qui va être possible de mettre en place, que ce soit du télétravail ou même des bars à bouillotte, de vraiment pouvoir améliorer la vie des salariés qui sont touchés et aussi des salariés qui sont aidants. Donc on va parler des parents, on va parler des conjoints, des conjointes qui ont un réel impact en fait au quotidien sur leur qualité au travail, de par la charge mentale qu'ils peuvent avoir de leur rôle d'aidant, de l'absentéisme qu'ils peuvent avoir aussi pour accompagner leurs enfants quand ils sont malades, etc. Donc ça, c'est vraiment une des premières parties. Ensuite, la deuxième, ça va être l'éducation thérapeutique. Donc, qu'est-ce que c'est l'éducation thérapeutique ? C'est quelque chose qui existe depuis plus de 20 ans en France. C'est arrivé notamment avec le diabète en premier, l'obésité, puis les cancers. Et depuis 2016, ça commence avec l'endométriose, donc c'est arrivé assez tardivement. C'est un ensemble d'ateliers gratuits qui sont proposés aux patientes, des patients d'une même pathologie généralement, dans lequel il va y avoir toute une partie d'abord sur la compréhension de la maladie, la compréhension des traitements, la gestion de la douleur. Par exemple, dans l'endométriose, on va aussi avoir tout ce qui va être infertilité et fertilité. Et ensuite, on va avoir toute une partie sur des outils pour mieux vivre avec la pathologie. Dans l'endométriose, on va retrouver, par exemple, un atelier sur l'alimentation, sur de l'activité physique adaptée, sur de la sophrologie pour la gestion des émotions, de l'hypnose. On a aussi, bien sûr, un atelier sur la sexualité, sur les aides sociales, tous ces éléments qui vont vraiment être très importants pour mieux vivre avec. Ces programmes à mettre en place, ils sont validés et financés par les agences régionales de santé. Et donc, c'est quand même assez long à mettre en place. Donc nous, notre projet, c'est d'accompagner les équipes soignantes de A à Z dans la mise en place de leur programme d'éducation thérapeutique pour s'assurer qu'il y en a un maximum qui se développe sur le territoire. Aujourd'hui, on a 10 programmes sur le territoire. Ça accueille entre 40 et 50 patientes par an, donc il y a encore un gros travail à faire. Nous, on a co-construit 8 des 10 programmes et on travaille encore avec 10 autres structures dans la construction de ces programmes. On a vraiment l'espoir que ça puisse se développer à un maximum d'endroits. Petit aparté, qu'est-ce qui fait de votre point de vue qu'il y ait aussi peu de personnes dans les programmes d'éducation thérapeutique ? Parce qu'il n'y en a pas assez. Il y aurait de quoi en remplir beaucoup plus aujourd'hui ? Oui, bien sûr, puisque... Donc c'est une histoire de budget, ça. Oui, et d'administratif français qui est quand même très compliqué, puisque c'est quand même assez long, il faut que les équipes soignantes se forment. Par ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que dans l'éducation thérapeutique, c'est pas un cours magistral.
c'est vraiment un réel échange. Donc, il n'y aura jamais 2 ateliers qui vont se ressembler. Et en fait, pour les professionnels de santé, c'est de la formation continue, puisqu'ils vont apprendre de l'expérience patient à chaque session d'éducation thérapeutique et donc améliorer leur pratique, améliorer leur compréhension du vécu avec la maladie. Donc, c'est très, très important que ça se développe partout. Et on espère que ça se développera comme le diabète, par exemple. Je donne un chiffre, mais rien que sur le grand test, il y a 80 programmes d'éducation thérapeutique dans le diabète. Dans l'endométriose, pour moi, il y en a 0. L'idée, c'est vraiment de pouvoir atteindre les mêmes chiffres parce que c'est la même quantité de population quasiment, donc c'est important que ça se développe. C'est l'idée qu'on mette bien dans la tête de tout le monde que ça fait partie du soin. Tout à fait. Au même titre que les médicaments, la c'est rééducation même, ou en la fait, chirurgie. C'est hyper complémentaire parce que forcément, si on comprend pourquoi on nous prescrit tel médicament, si on comprend ce qu'on va nous faire dans une chirurgie, si on comprend pourquoi on va nous demander de faire de l'activité physique, on va forcément être beaucoup plus adhérente en parcours de soins. Donc on rentre dans un vrai partenariat soignant-soigné. C'est pas évident parce que dans ces programmes-là, en fait, généralement, ce que les patientes comprennent et qui est très difficile de toute façon à accepter, c'est que en fait, le soin, la santé, ça demande aux patients de faire 80% du travail. Et ça, c'est dur à entendre parce qu'on est malade, on ne l'a pas choisi. Et en plus, on doit faire des efforts et travailler pour aller mieux. Enfin, c'est une arnaque. Clairement, c'est vraiment une arnaque. Donc du coup, c'est super dur pour les patientes d'accepter ça. Et en fait, le programme d'éducation thérapeutique peut faire vraiment basculer du déni de cette partie-là à « Ok, en fait, je dois agir pour ma santé et c'est la seule solution pour aller mieux aujourd'hui ». Et je ne peux pas demander aux professionnels de santé en fait, d'avoir une solution magique sans effet secondaire, clé en main. Donc voilà, il y a vraiment ce passage-là qui est important. On a l'impression que ça soude un peu l'alliance thérapeutique. On se berce de beaucoup de mots dans le monde de la santé. Et c'est marrant parce que ça incarne réellement, ça donne du sens au terme. Quoi. Complètement, oui. Un dernier point, un dernier projet de santé ? Oui, un projet de santé autour des adolescentes. Donc, les adolescentes dans l'endométriose, c'est un grand sujet. Effectivement, aujourd'hui, il y a encore 10 ans d'errance de diagnostic, mais on a de plus en plus d'adolescentes qui sont diagnostiquées ou au moins soupçonner en fait d'avoir une endométriose. Ça va être difficile de poser le diagnostic à cet âge-là. Et le problème, c'est qu'elles arrivent dans un monde qui n'est pas du tout adapté en fait à l'adolescente, puisqu'elles vont découvrir des témoignages de femmes qui ont 30, 40 ans, qui ont eu 10, des fois 20 ans d'errance de diagnostic, avec toutes les complications que cela entraîne, toutes les conséquences de douleurs chroniques, d'infertilité, d'isolement. Mais on comprend bien que c'est une maladie qui évolue. Donc plus on attend, pire c'est. Exactement, surtout sur la chronicisation de la douleur qui va s'installer et vraiment l'impact qui va être important sur la santé, mais aussi sur tout ce qui va être professionnel, social, familial, etc. Et c'est hyper anxiogène pour ces jeunes filles et même pour les parents de ces jeunes filles de découvrir ces témoignages et de se dire « Oh mon Dieu, ma vie, ça va être ça ». Sauf que leur vie, techniquement, et on l'espère en tout cas, ça ne sera pas ça puisqu'elles vont être prises en charge et diagnostiquées tôt. Donc, il n'y aura pas la même évolution que ces femmes qui ont eu 10-15 ans d'errance de diagnostic. Il y a vraiment une différence et on ne sait pas exactement comment ça va évoluer. On espère que forcément ça va évoluer beaucoup mieux. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on donne de l'espoir et qu'on donne des solutions à ces jeunes filles. Mais pour ça, il faut pouvoir leur parler avec les bons mots, pouvoir leur expliquer les choses concrètement. Donc nous, on a un projet qui est financé par l'assurance maladie et sur lequel on a 3 axes. Le premier, c'est des kits d'infirmerie scolaire. Parce qu'en fait, on est 80 bénévoles, on ne peut pas aller intervenir sur l'ensemble des établissements scolaires à hauteur de tous les 3 ans pour couvrir toutes les jeunes filles. Il faut vraiment que les infirmières scolaires puissent rentrer dans la boucle de la sensibilisation et qu'elles deviennent actrices de cette sensibilisation. Mais pour ça, il faut qu'elles aient les bons outils aussi pour sensibiliser. Donc on a créé des kits dans lesquels on a des flyers, des affiches, dans lesquels on va retrouver l'endométriose, mais aussi la dysménorrhée primaire. Parce que, en fait, voilà, comme je disais, à cet âge-là, ça peut être difficile de différencier les deux. Pour autant, c'est important de pouvoir en parler. Et on va retrouver aussi des présentations clés en main pour les infirmières, dans lesquelles il va y avoir des présentations qui sont très interactives. Donc, info intox, FAQ, etc. Parce que les jeunes, il faut aussi dynamiser les présentations pour qu'ils soient intéressés. Et il ne s'agit pas de seulement sensibiliser les adolescentes qui sont touchées, mais aussi tous les autres, les jeunes filles et les jeunes hommes, qui seront des futurs conjoints-conjointes, des futurs collègues, des futurs amis,
des futurs parents peut-être, de femmes atteintes d'endométriose et qui ont besoin de comprendre cette pathologie, qui ont besoin d'apporter de l'empathie autour d'eux et de la tolérance, ce qui est hyper important, notamment dans le milieu scolaire. Est-ce que c'est aussi un moyen d'en parler avec l'environnement éducatif quand ça perturbe potentiellement la scolarité des intéressés? Tout à fait, et on met notamment en avant les solutions qu'il peut y avoir dans le milieu scolaire quand on est touché par l'endométriose, comme le PAI, plan d'accompagnement individualisé, qui permet d'avoir un aménagement et d'avoir accès par exemple aux médicaments à l'infirmerie scolaire quand on a besoin, etc. Et d'un aménagement au moment des examens. Donc c'est très très important de pouvoir sensibiliser ça. En fait, ça fait un effet un peu papillon ou boule de neige. Ça dépend comment on voit les choses, mais évidemment, forcément, il va y avoir des profs qui vont s'intéresser à la question et qui vont participer à ces sensibilisations, qui vont être eux-mêmes sensibilisés, qui vont peut-être remarquer certaines de leurs élèves qui montrent des signes, qui pourront les orienter vers l'infirmière scolaire, qui aura justement ces documentations-là. Et dedans, on va mettre une double page pour parler des filières de soins, en fait, pour expliquer ce que c'est les filières de soins, pour que les patientes, dès le plus jeune âge, elles puissent s'orienter vers la prise en charge territoriale. Le deuxième axe de ce projet, c'est une campagne sur les réseaux sociaux, puisqu'on ne peut pas dissocier TikTok et adolescents, c'est fusionné. Donc aujourd'hui, quand on va sur TikTok et qu'on tape endométriose, c'est absolument effarant, effrayant même ce qu'on voit, parce que c'est vraiment c'est très anxiogène. Donc nous, notre idée, c'est de pouvoir apporter d'une part de l'information scientifique validée et ludique, pour que la vidéo ne soit pas passée après 3 secondes, et qu'on ait envie de rester dessus, mais quand même que ça donne vraiment une information constante dans l'éducation. D'apporter aussi des success stories, c'est-à-dire mettre en avant des personnes qui ont fait des parcours extraordinaires. On a quand même Hillary Clinton qui est atteinte d'endométriose. On va avoir une gagnante de Top Chef d'il y a 2 ans qui a fait sa finale avec ses règles alors qu'elle a de l'endométriose. Et quand on voit la vidéo, on voit bien qu'elle souffre. Et pourtant, c'est une chef aujourd'hui étoilée. Donc, c'est de mettre en avant ces parcours-là pour dire on peut y arriver. Vous êtes quelqu'un et vous avez possibilité de réaliser vos rêves au-delà de votre pathologie. Surtout qu'il y a 20 millions de personnes qui souffrent de maladies chroniques en France et que, en fait, c'est très tabou, mais au final, on n'est pas seul et on est une réelle communauté. Donc, c'est très important d'en parler. Et le dernier axe de ce projet, c'est le développement du coup de programmes d'éducation thérapeutique spécifiques aux adolescentes dans l'endométriose et la dysménorrhée primaire. Donc normalement, il devrait y en avoir 3 qui devraient voir le jour en février. Ce seront les 3 premiers sur le territoire et qui permettront vraiment d'adapter le discours lors de ces programmes, de permettre aux jeunes filles de se retrouver entre elles et pas d'être avec une femme de 40 ans et qui a eu encore une fois toutes les conséquences du retard, et également d'avoir des outils adaptés. Donc notamment on a développé une petite mallette dans laquelle on va retrouver un jeu de plateau, des cartes spécifiques sur les symptômes, les types de traitements, les contraceptions, les émotions, etc., qui sont très imagées. Un poster avec une échelle de la douleur, et l'idée c'est vraiment de pouvoir apporter un effet ludique à ces ateliers pour transmettre de l'information, mais tout en restant sur un ton assez léger pour que ça puisse rentrer facilement et qu'on puisse se dire on peut apprendre des choses sur notre santé sans que ça soit terriblement angoissant. Donc voilà, ça c'est très important. Ça permettra aussi d'avoir des ateliers en parallèle avec les parents pour qu'eux ils puissent échanger entre eux, pour qu'on puisse leur donner de l'information, parce qu'au final ils sont tout aussi perdus et c'est très important de pouvoir les accompagner. Ça, c'est nos projets. Après, à côté de ça, on va aussi travailler sur la formation des professionnels de santé, ou les futurs, en tout cas, professionnels de santé. On va intervenir dans des écoles de sages-femmes, auprès des internes en chirurgie, auprès des futurs médecins généralistes, auprès des infirmières, pour vraiment les former dans l'endométriose et l'expérience patient, pour qu'ils aient une meilleure compréhension de tout ça. Fascinant. On matérialise mieux le patient au centre du système, même si c'est sa représentation, mais je pense que c'est important. Il y a vraiment une interface à plusieurs côtés, avec tout ce qui est administration, organisation, de l'offre de soins, et puis les patientes elles-mêmes du coup. Moi, je suis patiente dans une région française aujourd'hui. J'ai une suspicion ou j'ai un diagnostic d'endométriose. Comment est-ce que j'utilise EndoMind ? Est-ce que ça me rend un service direct à moi ? Est-ce qu'on a un service de business to consommateur, comme on dit ? Ou est-ce que ça reste une entité qui travaille surtout pour améliorer un parcours qui ne passe pas forcément par vous ? Alors, on est une entité pour améliorer. Venir adhérer pour devenir bénévole, ça va sans dire, quoi. Tout à fait. Alors, on peut adhérer pour soutenir financièrement l'association, et on peut aussi devenir bénévole. Ça, c'est évident. Après, on
conseille toujours d'attendre un peu après le diagnostic quand même pour digérer toute l'information et tout ce qui nous arrive avant de devenir bénévole, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez lourd au quotidien et donc il faut avoir un certain recul sur sa pathologie. Ensuite, nous, on ne fait pas d'accompagnement directement des patientes, mais on est là pour orienter vers les bons outils et vers les bons interlocuteurs. Donc, on a un site internet d'ailleurs qui est très bien fait, on vient de le refaire, donc il est tout beau, tout neuf, sur lequel on essaye de mettre un maximum d'informations pour justement vous orienter, que ce soit sur l'histoire de la maladie depuis 1800 quelque chose jusqu'à aujourd'hui, mais également sur les actualités autour de la stratégie nationale, mais également sur l'éducation thérapeutique, sur nos projets, sur les différents événements. Donc il y a vraiment tout un panel, et aussi sur l'explication de la pathologie, des symptômes, des traitements, etc. Et ensuite, on a aussi une boîte mail à laquelle on répond bien sûr à tous les mails. On va pouvoir vous orienter pour trouver un professionnel de santé. Alors aujourd'hui, il y a des filières qui s'organisent sur le territoire, ce qui permet d'avoir finalement un annuaire par région de professionnels qualifiés. Et donc c'est vraiment vers là qu'il faut s'orienter, parce que nous, on travaille en symbiose avec ces filières. Donc c'est évident qu'il faut pouvoir rentrer dans ce parcours de soins-là et dans cette prise en charge régionale. Et on va bien sûr répondre à toutes les questions. Après, j'en parlais sur les ados, mais on a des réseaux sociaux qui sont très développés, où on essaye d'être le plus actif possible, tout en utilisant une communication plutôt jolie, je pense, et plutôt sympathique à regarder en tout cas, pour communiquer un maximum d'informations. Et surtout aussi, on récupère tous les témoignages qu'on reçoit pour faire remonter cette information de terrain, que ce soit au niveau des ministères, que ce soit au niveau des institutions, des médecins. Voilà, de façon générale, on essaye vraiment que tout ce qu'on nous dit ait un sens et puisse être porté le plus haut possible. Bon, mais elle est portée, la voix des patientes, puisqu'il s'est passé des choses en France ces dernières années, où on a beaucoup parlé, évoqué la stratégie nationale. Bon, ça, chacun ira voir ce qu'elle contient. Ce qui est plus intéressant, je pense, c'est de votre point de vue, vous qui êtes aux prises avec les réalités de terrain, en quoi est-ce que cette stratégie transforme ou va transformer les choses, et en quoi est-ce qu'elle est encore peut-être incomplète, et qu'est-ce qu'il ne faudra pas oublier au moment où on se posera la question de savoir si on la prolonge, on la renouvelle, ou si, in fine, on a fait le nécessaire et l'endométriose est maintenant installée comme une pathologie pour laquelle on répond au plus clair des attentes de chacun. Alors, c'est une stratégie déjà qui est très ambitieuse. Sur 5 ans, c'est quand même très très ambitieux. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de ministères impliqués. Donc déjà, c'est un travail qui est monstrueux. Il y a dedans quand même quelque chose qui est assez complet, puisque d'un côté, on va travailler sur l'organisation territoriale, on va travailler sur la formation des professionnels de santé, on va travailler également sur tout ce qui va être former toutes les personnes qui vont être en contact avec des jeunes filles, donc l'éducation nationale, au niveau du sport, au niveau du travail aussi, il y a toute une partie à ce niveau-là. Ensuite, nous, là où on a des attentes supplémentaires, c'est sur le droit des patientes, puisqu'évidemment, je l'ai dit au début, mais on milite notamment sur l'inscription de l'endométriose dans les ALD 30, ou du moins même la création, s'il faut, de quelque chose de nouveau qui pourrait répondre en tout cas aux attentes des patientes, qui n'est pas encore répondu à ce jour. Donc ça, c'est une des premières attentes qu'on a et qu'on espère pouvoir voir évoluer, en tout cas par la suite, s'il y a un prolongement de cette stratégie, et qui nous semble important pour pouvoir l'inscrire vraiment dans l'esprit du grand public, en fait, comme une vraie pathologie, comme quelque chose qui est concret, qui est vraiment handicapant. D'un mot sur ce sujet, je me demandais, en France, il y a des assureurs complémentaires aussi, et je me demandais comment réagissait, parce que l'assurance maladie est fortement sollicitée depuis longtemps sur ce sujet du remboursement à 100% de l'endométriose. On comprend que c'est complexe, qu'il y a beaucoup de formes, etc. Et l'assureur complémentaire, est-ce qu'il se manifeste auprès de vous sur ce sujet-là, et qu'est-ce qu'il en pense d'une certaine manière? Est-ce que vous avez des échanges avec eux? Oui, tout à fait. On a pu échanger avec différentes complémentaires qui s'intéressent à ce sujet-là et qui essayent de créer une offre spécifique pour leurs assurés qui seraient atteints d'endométriose, donc en permettant une certaine prise en charge pour l'ostéopathie, pour de la sophrologie, pour des séances chez le psychologue. Mais à mon sens, ça, c'est un petit peu complémentaire. C'est pour ça que la LD, pour nous, c'est au-delà de la prise en charge des soins, c'est vraiment aussi cette notion des jours de carence. Ça permet quand même aux femmes, par exemple, de se dire financièrement, je peux me permettre d'être en arrêt, même un jour,
pour pouvoir me remettre de cette grosse crise ou pour pouvoir me remettre de mon premier jour de règles, qui aujourd'hui, pour la plupart, c'est pas le cas. Elles vont travailler, même si elles sont pas du tout en état de travailler, ce qui a forcément un impact sur leur qualité et leur performance au travail, mais qui va avoir un impact pas que ce jour-là, sur les jours suivants. Et même leur propre confiance en elles, qui va être forcément impactée. Donc ça, c'est quand même un élément qui est très important. Sur l'élément des transports, par exemple, qui vont être remboursés, on parle de plus en plus, et parce que c'est un vrai sujet, des déserts médicaux. Aujourd'hui, il y a 24%, j'ai vu le chiffre ce matin, il y a 24% des femmes qui n'ont pas accès à de gynécologues dans les déserts médicaux. C'est énorme. Et en fait, sur ces 24%, il y en a combien qui sont atteints d'endométriose, qui ont besoin d'avoir accès au moins à un gynécologue pour une prise en charge. Et encore, on sait qu'ils ne sont pas tous formés, donc c'est quand même compliqué. De pouvoir avoir une prise en charge pour un train, pour un déplacement, pour pouvoir aller voir justement un spécialiste, ça permettrait à ces femmes-là d'avoir accès en fait, aux soins, tout simplement. C'est au-delà de juste une aide en plus, c'est un moyen d'avoir accès à du soin. Donc ça, c'est vraiment hyper important aujourd'hui. On revient à la stratégie globalement ? Après, en fait, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, donc on attend de voir si tous les éléments vont pouvoir se concrétiser. Là, on vient d'avoir des éléments concrets sur la recherche, notamment 14,5 millions sur l'endométriose et 15,5 millions sur l'infertilité, avec un réel calendrier qui va vraiment nous permettre d'aller voir plus loin. On le voit sur l'organisation au niveau territorial, petit à petit, les filières qui se mettent en place. Donc c'est rassurant, même si ça prendra encore des années pour que l'organisation se fasse parfaitement. Il faut savoir un peu prendre du recul à chaque fois pour se dire « Ah oui, quand même, il y a des améliorations. Oui, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. » C'est juste tellement progressif que sur le coup, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc ça, c'est quand même des bonnes nouvelles. Après, je pense qu'il y a quand même toute une partie qui manque énormément sur la prise en charge de la douleur. Mais la prise en charge de la douleur chronique, aujourd'hui, c'est un vrai sujet qui est au-delà de l'endométriose et qui est beaucoup plus largement. Il n'y a que 3% de la population qui a accès, 3% des douloureux chroniques qui ont accès à des centres antidouleurs. C'est quand même catastrophique. Donc c'est vrai que dans l'endométriose, quand on voit le nombre de patients qui développent de la douleur chronique, c'est un sujet. Il faut savoir qu'est-ce qu'on peut faire en fait, pour améliorer cette prise en charge-là, pour améliorer cet accès aux soins et aussi à la formation, parce qu'aujourd'hui, je veux dire, il y a quand même un DU douleur. Ce qui paraît quand même assez dingue parce que la médecine, on va voir un médecin parce qu'on a mal quelque part, ils devraient tous être formés à la douleur, donc il y a peut-être quelque chose à révolutionner aussi à ce niveau-là et qui aurait un impact bien au-delà de l'endométriose, mais sur tout ce qui est douleur chronique aujourd'hui et qui est très très important. Que, voilà, en tout cas, ça c'est quelque chose qui manque un petit peu et qu'on espère qu'il pourra aller plus loin par la suite. Ensuite, sur la sensibilisation, c'est vrai qu'on attend encore, il manque encore beaucoup de choses sur la sensibilisation grand public. Le travail a été beaucoup fait par les associations. On a beaucoup travaillé. Et maintenant, on attend un petit peu aussi qu'au niveau des instances et des ministères, ils puissent venir vers nous avec eux les mesures et les choses qu'ils veulent mettre en place pour qu'on puisse se retrouver un petit peu au milieu et que ça puisse se concrétiser. Mais on est encore loin de ce qui a été annoncé. Il reste encore du temps. Donc maintenant, on n'a plus qu'à tout faire pour que ça continue à se mettre en place dans cette direction et surtout que ça soit pérennisé sur les années suivantes pour s'assurer que ça ne soit pas juste 5 ans de stratégie puis que ça tombe à l'oubli. Parce que l'endométriose ne va pas disparaître du jour au lendemain, ou en tout cas, ce serait une très bonne nouvelle. Moi, je ne viens pas d'un milieu politique, c'est quelque chose que je ne connais pas mais que je découvre. C'est aussi ça qui est bien quand on est bénévole dans une association, et c'est que on développe des compétences, on développe un savoir-faire aussi sur plein de choses qu'on ne connaissait pas avant. Et je pense à notre secrétaire générale qui est de base vendeuse en magasin et qui aujourd'hui pourrait être secrétaire de direction parce qu'elle a tellement appris, c'est hyper enrichissant. Et là, je me rends compte aussi que dans la politique et tout ça, le rôle des associations, c'est aussi de pousser en fait le gouvernement au quotidien pour aller toujours plus loin et pour faire toujours mieux. C'est-à-dire que c'est ça aussi la politique, c'est des fois, on va toujours dire non, c'est pas assez, mais c'est parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on arrive à aller plus loin et à avancer. Donc c'est notre rôle en tant que patiente aussi, d'association, parce que ça sera un combat de toute une vie, voire beaucoup plus. Du militantisme. C'est du militantisme, mais c'est... Voilà, en tout cas, on reconnaît ce qui est mis en place, on est contente de ce qui a pu être mis en place, et par contre, on se battra pour qu'il y ait toujours plus, parce que les femmes méritent plus. Les femmes atteintes d'endométriose notamment méritent toujours plus, et qu'on sait que le droit des femmes, le droit des patientes, c'est pas quelque chose qui est en montée continue,
c'est quelque chose qui est très variable. On le voit aujourd'hui aux États-Unis sur plein de sujets. Donc il faut le défendre en continu tout le temps. Merci infiniment Priscilla et à très bientôt. Merci.